L'actualité au cinéma avec vous, Thomas Borès, comme chaque semaine. Bonjour Thomas. Bonjour. On commence avec le nouveau film d'Oliver Stone qui dresse le portrait d'Edward Snowden, le célèbre lanceur d'alerte américain. Oui, et c'est vrai que pour beaucoup, le nom d'Edward Snowden se résume au visage juvénile d'un jeune adulte à lunettes qui semble presque s'excuser d'être là. On se souvient qu'il avait fait la une de tous les journaux. Ça se passait le 6 juin 2013. Ce jeune homme de 29 ans, informaticien émérite, qui travaillait pour les services secrets américains, la CIA, puis la NSA, la National Security Agency, a donc révélé aux Américains, mais donc au monde entier, l'impunité avec laquelle la NSA, sous couvert de traquer les terroristes, scrutait nos moindres faits et gestes, épluchait nos mails, nos conversations téléphoniques. On voit ici le vrai Snowden et à côté Joseph Gordon-Levitt, l'acteur qui l'incarne. Oliver Stone nous raconte donc ici le parcours de cet homme au-dessus de tout soupçon qui a mis en émoi le gouvernement américain. Rien que ça, regardez. NSA is really tracking every cell phone in the world. Most Americans don't want freedom. They want security. Except people, they don't even know they've made that bargain. Are they watching us? There's something going on inside the government that's really wrong, and I can't ignore it. This is everything I have. They're gonna figure out what I've done. Did you access an unauthorized program? You're looking at a possible death sentence. The government knows that we have these documents now. We are running out of time. They're gonna come for me. They're gonna come for all of you too. Snowden, un sujet fort, contemporain, ça donne quoi au cinéma ? Ça donne un film plutôt réussi, mais un film étonnant, je vais expliquer pourquoi. D'abord, il faut dire que ce film, finalement, est le prolongement d'un documentaire qui avait été oscarisé, qui s'appelait Citizen Four. Citizen Four, c'était le nom de code qu'avait donné Snowden aux journalistes venus l'interviewer. C'était signé Laura Poitras, qui d'ailleurs incarne, le personnage est incarné dans le film. Le documentaire se concentrait sur les quelques heures dans cette chambre d'hôtel et comment Snowden avait révélé aux journalistes ses brûlants secrets. Le film d'Oliver Stone part de là, puis va à rebours et raconte en gros tout le parcours professionnel mais surtout intime de ce Snowden. Alors c'est signé Oliver Stone. Oliver Stone, on le connaît, c'est un cinéaste poil à gratter de l'Amérique qui a fait des films comme JFK sur le procès de l'assassinat de Kennedy. On voit les affiches ici, Tueur né, Wall Street sur le capitalisme rampant ou encore au début de sa carrière sur le Vietnam, Platoon. Il nous avait habitués à un cinéma extrêmement frénétique. Là, c'est tout l'inverse ici. C'est un film extrêmement lent, parfois presque ennuyeux, presque dépressif, mais peut-être à l'image du personnage, Snowden, qui était un personnage complètement rentré. A priori, on se dit, ça fait pas un personnage de cinéma. C'est surtout son aventure humaine et politique, si je puis dire, qui est intéressante ici. Oliver Stone dit souvent en interview que ce n'est pas l'important, c'est pas le messager, donc Snowden, mais le message qu'il a fait porter au monde. À voir donc. Un roman adapté au cinéma, celui de Mélis de Kerangal, Réparer les vivants, un drame familial sur fond de dons d'organes. Oui, sujet un petit peu lourd à peser, et pourtant la réalisatrice essaie de l'élever et de le rendre un peu plus léger. On part d'un jeune adolescent qui meurt quelque part sur une route de province. Son cœur bat toujours, mais le corps, lui, a lâché. Ailleurs, une femme a besoin de la greffe d'un cœur pour continuer à vivre. Le film et le roman parlaient de ça. Comment il est question du don de soi, comment des liens indicibles entre deux personnes vont s'aider à vivre entre les morts et les vivants. On va écouter la réalisatrice, elle s'appelle Catel Kilevere, elle est française. Elle nous explique sa propre lecture du roman et donc de ce film. Et on va en profiter pour voir des images. Écoutez-les. Votre fils Simon a eu un grave accident de la route. Mais je comprends rien. Quand vous le voyez, tout vous semble normal. C'est uniquement grâce aux machines que vous avez vues dans sa chambre. Mais si on arrête ces machines, son cœur s'arrêtera aussi. C'est un film qui nous montre comment la mort est aussi dans la vie, en fait. Comment elle génère de la vie, comment on peut transformer la douleur en autre chose, comment on peut donner. Vous savez ce que je vais vous dire? Peut-être que c'est mon heure, c'est tout. Je sais pas si j'ai envie de vivre avec le cœur d'un mort. Claire, c'est votre décision. Mais un cœur, ça ne se trouve pas comme ça, vous le savez.
Il vaut mieux lire le livre ou aller voir le film? J'ai l'impression qu'il vaut mieux lire le livre. C'est souvent le cas. D'ailleurs, les adaptations, à rares exceptions près, sont parfois ratées. Là, en fait, ce qui manque, c'est du souffle dans ce film. Le film de Kateki Leverret, dont tu avais aimé plutôt la sauvagerie et même la vitalité de son précédent film qui s'appelait Suzanne, là, au contraire, extrêmement froid, glacial, géométrique. Et du coup, elle essaie, on sent bien, de transcender ces images. Notamment, il y a un moment, une opération en temps réel d'une opération à cœur ouvert. Personnellement, moi, ça a été intenable. Mais elle essaie de la faire durer pour finalement dépasser la simple représentation et exprimer l'idée du cœur qu'il se transmet, qui continue à battre. Moi, je trouve que malheureusement, le scénario, finalement très premier degré, replace les sentiments sur la terre ferme. C'est ce qui me rend le film assez déceptif me concernant. Allez, on change de décor maintenant. Nous voici à Versailles en août 1715 et le roi Soleil se meurt. Oui, le film s'appelle La mort de Louis XIV. Louis XIV, il soupire, il râle, il se lamente. La fin est proche, allongé dans son lit, il a le teint pâle, la tête écrasée sous une chevelure frisée, et il a le regard surtout d'un gisant. Voilà, autour de lui, tout s'agite, mais lui va donner son dernier film, et surtout, il reste totalement muet. À noter que ce film est signé du Catalan Albert Serra, qui est un habitué, manipulateur génial d'illustres figures. Il avait déjà fait un film sur Don Quichotte, il avait ressuscité les rois mages et filmé aussi la mort de Casanova. Là, c'est Jean-Pierre Léaud qui incarne magistralement ce Louis XIV. C'est un tableau de Rembrandt, on reste complètement avec le cinéaste dans un seul cadre quasiment. C'est assez incroyable. Jean-Pierre Léaud, 72 ans, un peu oublié. Un peu oublié, mais pas des cinéphiles. C'est vrai qu'on imagine mal ce film sans Jean-Pierre Léaud. 72 ans, c'était l'égérie de la nouvelle vague. On voit ici La maman et la putain, La chinoise, J'ai engagé un tueur ou Le pornographe. C'est François Truffaut qui lui avait révélé les 400 coups. Il était tout jeune et puis ensuite il en avait fait son double à l'écran. Le fameux Antoine Doinel, L'amour en fuite, etc. Il avait tourné, donc, je l'ai dit, avec Godard. Et c'est vrai qu'on l'avait un peu moins vu ces dernières années. C'est pour ça que des générations de cinéphiles ne savent pas vraiment très bien qui est Jean-Pierre Léaud. Il était très bavard, souvent, Jean-Pierre Léaud. Et là, paradoxalement, c'est son mutisme qui séduit dans La mort de Louis XIV. J'en profite, juste une dernière petite chose, parler d'un anniversaire. La 7e Obsession, c'est une revue de cinéma. C'est une revue bimestrielle de cinéma. C'est rare, parfois la presse écrite, on dit, il fait comme Louis XIV se meurt. Eh bien non, la preuve, il y a des choses qui résistent. Isabelle Huppert est la rédactrice en chef quasiment de ce numéro. Elle retrace toute sa carrière. Ça s'appelle La 7e Obsession dans toutes les bonnes librairies. C'est noté. Merci beaucoup Thomas, à la semaine prochaine.